Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro des Chercheurs ordinaires où nous allons discuter d'ouvrages scientifiques avec l'aide de jeunes chercheurs ou de jeunes docteurs. Et pour cette première, j'accueille une collègue, une amie, donc Mélina, qui nous vient exprès de Nice pour inaugurer ce premier numéro. Merci beaucoup Mélina. Bonjour. un peu timide, c'est normal, c'est la première. Oui. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais comme thèse, peut-être ton directeur ou ta directrice, à toi de nous dire. Alors en 2014, j'ai commencé une thèse en sciences de l'information et de la communication à l'Université Côte d'Azur, donc la commune Université Côte d'Azur qui englobe l'université Nice-Sophia Antipolis, donc au sein de la faculté de lettres, arts et sciences humaines, et plus particulièrement du laboratoire LIRCES, laboratoire interdisciplinaire récit, culture et société. Donc cette thèse couvre deux champs, on va dire, d'une part les sciences de l'information et de la communication, et plus particulièrement dans les cultural studies, et d'autre part la santé publique, surtout le champ de la nouvelle santé publique, ce courant canadien qui a vraiment marqué ces dernières années. Donc c'est une thèse, je suis à la 4e année de thèse, je suis en train de l'achever et c'est une thèse sous la direction de Marie-Joseph Bertini, professeure en sciences de l'information et de la communication dans ce même laboratoire dont elle est la directrice et qui a notamment écrit Femmes, pouvoir impossible, donc un grand ouvrage en gender studies, mais c'est également une chercheuse qui a travaillé sur l'épistémologie de la domination et qui m'a transmis cet intérêt pour Michel Foucault dont nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Et donc ta recherche, elle porte donc sur quoi en particulier, si tu peux le dire, parce qu'il y a des thèses dont on ne peut pas dire le sujet ou le contenu. Je suis tout à fait disposée à en parler. C'est une thèse qui a été financée par un contrat doctoral, donc par l'argent public. Il n'y a pas de soutien de la part d'organisations privées. Donc cette thèse porte sur les jeux vidéo. En fait, j'ai désiré travailler sur ce projet à une époque où l'INPES a lancé les premières campagnes sur l'addiction aux jeux vidéo auprès des jeunes. Et je suis partie du principe que même si les jeux vidéo pouvaient avoir des effets négatifs, on ne pouvait pas empêcher, comme en Chine par exemple, ça a pu être fait à un moment donné, on ne peut pas empêcher les publics d'utiliser certains médias. Mais en tout cas, on peut leur dire que ça peut avoir un impact négatif sur leur santé, mais c'est encore mieux de leur dire dans quelles conditions ils peuvent avoir une pratique bénéfique pour leur propre santé. Donc dans ce cadre-là, j'ai engagé cette thèse portant sur la gouvernance contributive et participative du bien-être et de la santé, donc avec une approche populationnelle et ascendante, et non pas seulement descendante, c'est-à-dire relevant des discours prescriptifs et normatifs de la part des professionnels de santé. Donc une gouvernance ascendante du bien-être et de la santé d'une part, et par les médias, c'est-à-dire en utilisant des médias selon, comment dire, de telle ou telle manière, on peut avoir des effets positifs. Et avec une étude de cas, du coup, sur les jeunes et les jeux vidéo. D'accord. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, nous allons parler donc de Michel Foucault, dont je sais qu'il n'y a pas longtemps, on aurait pu fêter le 92e anniversaire. Oui. Et tu vas nous parler en particulier donc, de ce petit ouvrage, qui est Le corps utopique, les hétérotopies, et qui ne se trouve presque plus dans son prix actuel, dans son prix de vente qui était de 10 €, mais il est possible, sur un coup de chance, de le trouver. Donc pourquoi tu veux nous parler de ce livre en particulier ? D'une part parce que Michel Foucault a vraiment influencé mes travaux de recherche, par rapport à toute son épistémologie de la domination aussi, mais surtout par rapport au pouvoir biopolitique. Sous-entendu, lorsque le pouvoir politique arrive à normer toutes les étapes de la vie humaine au niveau biologique, de la naissance à la mort. Donc le pouvoir biopolitique m'a déjà beaucoup intéressée, et à force de couvrir toute la bibliographie de Michel Foucault, je suis tombée sur ce livre qui a énormément impacté ma vie en tant que chercheuse, en fait. D'une part par son interdisciplinarité, parce que les travaux de Michel Foucault en philosophie peuvent être exploités dans de très nombreux
dans de très nombreuses disciplines, et d'autre part par son actualité. C'est un livre dont les concepts, et d'ailleurs l'ensemble des concepts de Michel Foucault, sont assez pérennes, et les hétérotopies, pour parler d'elle en particulier, puisque c'est un ouvrage qui traite du corps utopique, mais aussi des hétérotopies, ont énormément fait écho dans mes recherches par rapport à la notion de médias. En fait, pour moi, les médias sont des hétérotopies. D'accord. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc ce sont 2 petits articles qui sont très facilement, qu'on peut lire très vite, Ils sont accessibles, hein, qui oui. sont assez accessibles, qui sont aussi tirés de 2 conférences radiophoniques qu'il avait fait dans les années 60. Donc, effectivement, si on souhaite les écouter, il me semble qu'elles sont disponibles sur YouTube. Je crois les avoir entendues ou avoir vu qu'on pouvait les écouter sur YouTube. Elles ont aussi été retranscrites dans les 10 écrits publiés chez Gallimard. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce petit ouvrage met les 2 conférences ensemble, en fait, dans une sorte de continuité l'une et l'autre pour construire quelque chose de commun avec à la fois ce corps utopique et ces hétérotopies. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par le corps utopique, puisque c'est le premier article, ou tu préférerais commencer à dire un peu parler des hétérotopies? Alors, si je peux me permettre de citer un extrait de cet ouvrage, pour moi, le corps utopique est un point d'entrée pour les hétérotopies, dans la mesure où il permet d'accéder à la notion de virtuel. Et pour moi, sa définition du corps utopique, ou en tout cas, permet d'expliquer ce que c'est la virtualité. Il y a de nombreux ouvrages qui sont assez clairs là-dessus, mais tout en étant clairs, par leur souci d'exhaustivité, ils sont assez complexes, donc ils permettent de comprendre le concept de virtuel, mais c'est peut-être pas accessible, alors que là, avec le corps utopique, on permet de comprendre. Si je peux lire un extrait, c'est juste une phrase qui est assez intéressante. Donc, pour ceux que ça intéresse, page 10, l'utopie, c'est un lieu hors de tous les lieux, mais c'est un lieu où j'aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. Ça, avec cette phrase, Michel Foucault introduit la notion de corps sans corps, et donc du corps virtuel, du corps qui n'est peut-être pas palpable physiquement, au sens où on peut l'entendre vulgairement. Et ça permet, en tout cas dans mes recherches, ça a fait écho par exemple aux notions d'avatar dans les jeux vidéo, ce corps sans corps, on se représente son propre corps, ce corps beau, limpide, et défait de toutes les contraintes de la vie physique. Ça, c'est quelque chose de percutant, puisque dans le virtuel, que ce soit le virtuel, par exemple l'imaginaire qu'on peut créer à partir des livres, des romans, quand on se visualise les personnages, ou à la télé, quand on regarde un film, ou quand on crée son avatar dans les jeux vidéo, par exemple, on est dans ce corps utopique, ce corps beau, et on introduit avec ce concept la virtualité. Effectivement, dit comme ça, c'est vrai que moi, pour les avoir lus aussi, ces 2 articles, je l'avais plus vu. J'avais pas vu cette virtualité, effectivement, qui est extrêmement intéressante du point de vue effectivement, de dire, voilà, c'est un corps qui n'est pas le corps, en fin de compte, c'est un corps qui est autre, qui est ailleurs, d'où, effectivement, l'intérêt, je crois, à ce niveau-là, de mélanger à la fois ce corps utopique qui est, on va dire, un corps qui est hors de celui où on est. D'ailleurs, il cite, dès le début, il cite Proust en disant, voilà, Proust parle de son corps parce qu'il se voit dans le miroir et tout ça. Et donc là, par la suite, il élabore sa théorie, son argumentaire à partir de là. Et là, ça fait plus écho, effectivement, à mes recherches sur l'hétérotopie, donc c'est-à-dire ce lieu en dehors du lieu, qui, en fait, avec ce que tu viens de dire, peut nous faire penser, en fin de compte, à ces mondes imaginaires du jeu vidéo qui sont des lieux hors du lieu et dont le corps utopique est un corps qui est en dehors du corps, et en fin de compte les 2 se retrouvent dans... alors que peut-être effectivement le livre les met ensemble, mais avec 2 différenciations. Donc il y a d'un côté le corps utopique, les hétérotopies, mais avec ta recherche, l'avantage c'est que tu peux mélanger les 2 en disant j'ai 2 notions
foucaldiennes qui se complètent et qui fonctionnent extrêmement bien ensemble. Exactement. Ces deux textes mis en perspective m'ont permis de saisir la notion de virtualité par rapport à l'objet et par rapport à l'espace, en fait. Et ça m'a permis d'appréhender tout le champ d'expérience de la virtualité, en fait. Et pour rentrer dans le vif du sujet, avec les hétérotopies, il faut savoir que Michel Foucault, dans les hétérotopies de ce livre, les définit comme ces lieux hors des lieux, comme tu viens de le dire, en prenant pour exemple les jardins, les théâtres, ces lieux où plusieurs représentations vont se superposer. Par exemple, pour un théâtre, il va y avoir la scène qu'on peut voir, et puis après, il y a l'histoire qui se déroule dans la scène et qui peut faire référence à un tout autre lieu. Et donc là, on a une juxtaposition de lieux, mais aussi de temps. Le temps au moment où on regarde la pièce et le temps où se déroule l'histoire, par exemple 2 siècles auparavant ou 2 siècles plus tard. Donc il y a cette juxtaposition qui est très intéressante. Et cette juxtaposition, c'est pour ça que je parlais de pérennité des concepts, il se trouve qu'on la retrouve dans les médias. Quand dans le téléviseur, il est 20h, on est dans son salon, mais on regarde la télé, et la télé nous amène dans un autre espace-temps, en fait. Ça peut être par le biais d'un film, on retourne au Moyen-Âge, et par exemple en Asie, ou je sais pas, n'importe où. Et c'est assez intéressant quand on fait le lien entre les deux grâce à cette mise en perspective. Et là, on a un corps qui est transcendé et qui voyage, et qui est... là, on a accès au don d'ubiquité, pour le coup. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Et d'autant plus qu'effectivement, on parle souvent, on dit changer de lieu, c'est changer géographiquement de lieu, mais aussi dedans, il parle effectivement de ces hétérotopies temporelles, où on entre dans un autre temps, dans un temps qui n'est plus celui commun, en fin de compte. En fin de compte, le terme d'hétérotopie pourrait désigner, je dirais pas tout et n'importe quoi, mais ça a une définition extrêmement large. Comment tu arrives, toi, à le resituer vis-à-vis du jeu vidéo, même si tu as un peu expliqué, mais comment un terme qui, en fin de compte, lui-même dans sa conférence dit, bah voilà, c'est géographique, mais c'est temporel, mais ça peut être aussi, par moment, il dit, c'est un peu symbolique et tout. Comment le remettre dans un moment concret, en sachant que même la définition qui est donnée dans le livre, elle est multiple et variée. Il faut savoir que les hétérotopies, pour Michel Foucault, répondent à des fonctions. Par exemple, il y a les hétérotopies de crise, les hétérotopies de la déviance, il y a plusieurs formes d'hétérotopie. Et en fait, dans mes recherches sur les jeux vidéo, toujours en sciences de l'information et de la communication, pas forcément en philosophie ou en épistémologie, j'ai pu me saisir de ces concepts pour aborder le sujet sur les effets positifs des jeux vidéo sur le bien-être des jeunes. Et en fait, tout simplement, ces hétérotopies jouent un rôle cathartique et répondent à un besoin de la part de ceux qui vont se plonger dedans. À un moment donné, une personne qui va se sentir en décalage par rapport à un certain nombre de normes, par l'hétérotopie, va réussir à rééquilibrer grâce au processus de subjectivation qu'elle permet, on va dire, les représentations qu'il peut avoir de lui-même et de son environnement. Et il va réussir à retrouver et à redonner du sens. Concrètement, un adolescent qui se sent très mal au collège parce qu'il peut avoir éventuellement peu de relations sociales ou qui peut se sentir mal dans la peau, qui a des problèmes d'estime de lui ou autre, par les hétérotopies, va se recréer un corps dans lequel il va pouvoir se projeter dans des représentations positives, extrêmement valorisantes, et après retrouver confiance en lui, ou en tout cas pouvoir se projeter dans des schémas positifs. Ce qui n'est peut-être pas possible avec les représentations qu'il a dans la vie de tous les jours, non virtuelles. Et donc, par la possibilité offerte par ces représentations, il va avoir des nouveaux référentiels qui vont lui permettre après, dans la vie de tous les jours, de se sentir un peu mieux par compensation. Et d'ailleurs, Michel Foucault parle des hétérotopies de compensation. Et à ce titre, donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai fait une enquête dans un lycée où j'ai interrogé plusieurs lycéens de différentes filières et de différents niveaux, des joueurs ainsi que des non-joueurs, en parlant de ce que la pratique des jeux vidéo leur apportait. Et certaines des filles, donc, parce qu'on pense souvent que les jeux vidéo sont l'affaire des garçons, mais c'est pas tellement vrai, disaient, bah non, ouais, je suis pas très populaire, mais
c'est vrai que dans les jeux vidéo, je rencontre plein de gens et je suis épanouie au moins, et je trouve un endroit où je peux exister. Et là, on est typiquement dans l'hétérotopie de la compensation. On est dans cet endroit hors du temps, hors du lieu, hors du corps, où ben oui, on a de l'acné, oui, on n'a pas trop de copains, et oui, la vie au lycée n'est pas super épanouissante, mais on arrive à exister dans cet en dehors et après retrouver assez de repères dans l'en-dedans pour continuer à exister. Et grâce à ça, surtout, on introduit la notion de continuum physico-numérique de Marie-Joseph Bertini, qui permet de comprendre qu'il n'y a pas d'une part le virtuel et d'autre part le réel, mais que les deux font partie d'un même continuum dans lequel il n'existe pas de rupture. Les deux font écho et sont complètement reliés d'une manière systémique. D'accord. Donc en fait, l'intérêt aussi dans cette recherche à partir de Foucault, c'est de un peu, effectivement, de casser un peu cette image que l'on a du jeu vidéo et qui est de dire le jeu vidéo c'est le mal, on en est addict, on reste enfermé avec ces fameuses images, notamment une des plus connues qui est celle de South Park avec ce geek qui passe tellement d'heures sur Warcraft qu'il en devient, comme ils disent, no life. Donc il y a un peu cet intérêt de montrer effectivement que c'est pas un mal en soi de vouloir s'échapper à travers le jeu vidéo, comme certains s'échappent à travers la lecture, s'échappent à travers le sport, d'une certaine façon. Oui et non, parce qu'en fait, les game studies, les études sur les jeux vidéo, ont déjà prouvé que les jeux vidéo ont des effets bénéfiques. Ça, il y a des choses qu'on sait déjà. Et d'ailleurs, la sécurité sociale, ou en tout cas l'agence du médicament, si je ne me trompe pas, a validé les serious games, donc les jeux vidéo sérieux, comme dispositifs médicaux. Donc en gros, jouer à des jeux vidéo pour être remboursé par la sécurité sociale. Et paradoxalement, pour faire court, et paradoxalement à ça, l'OMS vient de valider le fait que le jeu vidéo peut être addictif et qu'il puisse exister une addiction au jeu vidéo. Donc on voit qu'il y a deux courants qui s'opposent et qui sont en tension. Et à cet endroit, c'était pas... la création de nouveaux savoirs dans cette thèse ne résidait pas dans le fait de dire les jeux vidéo sont bien, ça c'est quelque chose qu'on sait, mais c'était de tirer le vrai du faux et de dire ok, les deux sont valides, mais à quel endroit sont les limites par rapport à certains publics ou en population générale. Donc il y avait ça, et en fait j'ai oublié ta question. C'était surtout autour de la question, oui, est-ce qu'on ne pourrait pas voir un parallèle avec ceux qui cherchent à s'échapper, qui en fait on vient souvent dire oui c'est mal d'une certaine façon le jeu vidéo serait un peu une compensation du monde réel, comme quand il y avait à une époque Real Life, je crois, le jeu où on pouvait avoir son avatar. Second Life, pardon. Ma question, ma réflexion tournait surtout autour de, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas y voir peut-être un parallèle avec ceux qui, d'une certaine façon, veulent s'échapper de leur quotidien par le sport ou par d'autres activités. Est-ce que tu pourrais y voir un parallèle ou pas du tout ? Les jeux vidéo, c'est vraiment s'échapper du quotidien, exactement au même titre que le sport ou que le fait de regarder d'autres médias. Et ça, on le voit parce qu'il y a des phénomènes similaires dans les deux. Je pense par exemple au phénomène de flow. Le flow, c'est un état mental tel qui permet de dépasser toutes ses capacités, d'aller au-delà de ses capacités, parce qu'on atteint un point culminant. Et ça, on le retrouve dans le sport comme dans les jeux vidéo. Je veux dire, c'est des pratiques qui sont très similaires. Sauf qu'à un moment donné... il y a la culture et le social qui vont dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et c'est pour ça aussi que c'est croisé avec la santé publique. Ma recherche s'inscrit en santé publique et en cultural studies. C'est qu'à un moment donné, on va dire que le sport c'est bien, que l'addiction au smartphone, on va même pas en parler, mais on va dire les jeux vidéo c'est mal. Sauf que les jeux vidéo ramènent à la notion d'hédonisme, d'oisiveté, qui sont vraiment pointés du doigt du fait de notre héritage judéo-chrétien, essentiellement. Et en fait, quand on compare les choses, on dit ok, mais on est plus accro au smartphone qu'aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, les adolescents accros aux jeux vidéo, ça concerne que 1% de la population à l'échelle mondiale. C'est dérisoire par rapport au smartphone ou à d'autres outils. Sauf que le smartphone, on peut dire mais non, mais je regarde mes mails pour le travail. Donc il y a cette notion de ok, le jeu vidéo n'est pas utile pour la société, donc tu vas arrêter de jouer aux jeux vidéo, ce serait pas mal. Mais
Un adolescent qui va jouer aux jeux vidéo va jouer peut-être autant de temps aux jeux vidéo qu'un autre adolescent qui va se plonger dans ses livres pendant des heures et des heures. Et il faut savoir que ça répond à un besoin aussi. Et pour rappel, il y a plusieurs auteurs en Game Studies qui remettent ces choses en contexte. Il y a eu ce même... donc Olivier Mocco parle de panique morale autour des jeux vidéo. Mais cette panique morale a également existé pour les films d'horreur au préalable. Et ensuite, si on remonte encore bien avant, au moment de la lecture et de l'écriture, on disait, avant c'était la tradition orale, les humains avaient de très bonnes capacités de mémorisation, puisqu'ils ne pouvaient rien archiver, rien écrire, il fallait tout retenir. Et le jour où l'écriture et la lecture sont arrivées, c'était la décadence de la société et de l'humanité. C'était mon Dieu. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne lit pas passe pour le dernier des imbéciles. Donc, à un moment donné, on peut se questionner sur les jeux vidéo et sur pourquoi ils suscitent autant de panique morale, alors que contrairement à l'usage d'autres médias, qui sont complètement banalisés comme la télé, sachant que dans des foyers, les téléviseurs tournent en permanence. Les jeux vidéo, eux, activent d'autres zones de notre cerveau. Au niveau des ondes, alpha, etc., c'est un peu plus complexe, mais la télévision qui génère en nous un certain état de passivité est sûrement plus négative que les jeux vidéo, au contraire, qui vont pas avoir les mêmes effets et qui vont nous garder en position d'acteur. Et là, on est dans un apprentissage vraiment participatif qui va impliquer le joueur ou la joueuse, contrairement à la télévision. Donc c'est des mécanismes qui sont assez différents et qui sont c'est pas de dire l'un est plus mauvais que l'autre, mais c'est une question de dosage. Et là, à nouveau, ça m'a ramené vers un autre concept, celui de Pharmacon, de Stigler et puis d'autres avant lui. Un objet peut constituer à la fois un remède et un poison. C'est juste une question de dosage. Oui, et puis ces critiques vis-à-vis du jeu vidéo, on les retrouve aussi, si on s'intéresse un peu à l'univers, on va dire, à partir du moment effectivement où il y a cette notion d'échapper à son quotidien, il y a toujours eu un peu ces craintes qu'il y ait des déviances. Je pense notamment, dans les années 70, c'est l'apparition un peu avant des premiers jeux de rôle papier, où ça a été d'ailleurs un des premiers films de Tom Hanks. Il joue le rôle d'un personnage qui se rentre tellement dans son personnage virtuel qu'il en devient fou et qui est au bord de la mort. Enfin, on voit bien qu'il y a cette crainte, en fin de compte, à partir du moment où on peut développer un imaginaire, mais qui n'est plus celui dans lequel on pourrait se retrouver, puisqu'effectivement, comme tu dis, la lecture est devenue, en fait, parce que ça reste... tu restes spectateur, en fin de compte, c'est cathartique, mais parce que tu ne participes pas. Alors que quand tu es acteur, effectivement, tu t'impliques beaucoup plus dans ta gestion de la morale, et tu peux... Voilà, c'est pour ça que souvent on vient dire les jeux rendent violents. Non, c'est peut-être que de base, c'est aussi un moyen de soulager cette violence et peut-être d'accompagner en fait une certaine moralité dans le reste de la vie, pour éviter justement de lâcher cette violence qui pourrait être... voilà, et c'est, on va dire, une forme exutoire, comme on peut avoir, comme il y en a qui vont par exemple sur un terrain de rugby pour se défouler, ou qui vont courir sur un tapis ou dans la rue pour libérer ce trop-plein d'énergie qui peut-être à un moment risquerait d'être mal utilisé. Tout à fait, tout à fait. Bon, et donc à partir donc tout ça c'est arrivé à partir de Michel Foucault, donc grâce à cette petite notion. Mais est-ce qu'il y a d'autres chercheurs qui t'ont influencé? On sait que l'idée c'était de parler du livre de Michel Foucault en particulier, mais dans ces notions-là, mais est-ce qu'il y a eu peut-être d'autres éléments qui ont pu compléter ce que lui avait noté, ou vraiment il n'y a que Foucault, on va dire, en maître d'orgue, point de départ? C'est sûr que Foucault par rapport à tous ces concepts, permet d'éclairer un certain nombre de points que tu as abordés. Par exemple, cette peur de la fuite dans le virtuel, aux dépens du physique, de la vie physique et soi-disant réelle. En fait, c'est une perte de pouvoir pour le pouvoir biopolitique qui ne peut plus, à cause des jeux vidéo, ou en tout cas de la virtualité, de la vie virtuelle,
le virtuel, le numérique et Internet tiennent le pouvoir biopolitique en échec. C'est plus les règles de l'État, là. On voit bien que l'État, parfois, est impuissant contre les GAFAM, Amazon, Microsoft et tous ceux qui règlent tout ça. Il y a les règles de ces grands monstres, de ces grandes entreprises, et puis il y a les règles des États. Et là, il y a une perte de pouvoir, et il y a des enjeux derrière. Et en plus, les jeux vidéo exercent un pouvoir sur le biologique et sur les corps. Parce que quand on joue, on est tellement dans le truc, au même titre que le sport, qu'on ne va pas dormir, qu'on ne va pas forcément manger, ou qu'on va attendre, et que même si on a mal et dans la main, on va continuer à cliquer jusqu'à ce qu'il y ait un pouvoir sur le corps quand même. Et on voit bien qu'il y a plusieurs exemples, mais qu'il y a des gens qui vont rester chez eux et qui vont faire plus que ça. Après, c'est anecdotique par rapport à la population. Quand on regarde en population générale, c'est pas du tout ceux qui sont les plus dominants. Mais voilà, les concepts de Foucault, et notamment le biopolitique, m'ont permis vraiment d'avoir un regard très large. Mais, bien sûr, j'ai dû compléter avec d'autres auteurs cet appareil conceptuel. Et parmi eux, il y a Edgar Morin qui a vraiment lui aussi un impact considérable, notamment avec tout son travail sur la pensée complexe et sur le paradigme de simplification, le paradigme de complexification. Simplification, c'est disjonction et réduction. On réduit les choses dans les plus petites unités possibles et on les classe. Et complexification, c'est disjonction, association. C'est-à-dire on va séparer les choses et les réagencer pour voir en fonction de ce qui est pertinent ou pas, ce que ça peut révéler. Donc c'est vraiment deux courants qui s'opposent. Et ça m'a permis d'aborder, par exemple, ou de comparer l'ancienne santé publique, enfin la santé publique traditionnelle, qui se base sur l'épidémiologie, et la nouvelle santé publique, qui traite des choses de manière systémique, c'est-à-dire les facteurs environnementaux, les déterminants de la santé, les milieux favorables, le milieu défavorable, au lieu de se baser que sur le normal et le pathologique. Donc ça, c'est vraiment... Edgar Morin a énormément eu d'influence dans mon travail, mais il y a eu également Erving Goffman, avec oui. tout son travail sur les interactions, la mise en scène de la vie quotidienne, qui a impacté mes recherches. Fanny Georges, qui a travaillé donc sur les jeux vidéo, travaille aussi à partir des outils d'Erving Goffman. Et pourquoi ? Parce que il permet de manière quasi mathématique de coder les interactions sociales des gens et il leur donne des noms et voilà, il y a les sanctions normalisatrices d'une part, il y a la face, il y a ceci, il y a cela, et en fait, pour moi je le vois vraiment comme des formules mathématiques, des additions, des soustractions, des multiplications, et il permet d'avoir plus de recul sur les interactions sociales qu'on peut avoir. Et en sciences de l'information et de la communication, où on n'est pas des psychologues à proprement parler, ce codage nous permet de mieux traiter les interactions sociales et les représentations mentales. Et ce sont pour nous de véritables outils. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait pratiquement le tour. Tu as peut-être des choses à rajouter, ou tu as dit ce que tu avais à dire, ou il y a encore... Il faudrait lire ta thèse peut-être pour avoir la totalité de ta réflexion. Mais est-ce que par rapport, donc, pour en revenir donc pour terminer par rapport à cet ouvrage-là, donc de Michel Foucault, qui est, comme je le disais, deux conférences qui ont été retranscrites et qui ont été publiées donc chez Ligne, mais qui maintenant n'est plus édité malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais rajouter, ou tu penses en avoir fait le tour, ou... On ne fait jamais le tour de Michel Foucault. D'accord, je pense que ça sera peut-être ça sera une des premières phrases de conclusion. Oui, non, mais on découvre toujours des choses avec Michel Foucault, comme avec beaucoup d'auteurs, je suppose, mais Les hétérotopies, c'est vraiment un ouvrage que je conseille, parce que c'est un petit... il est accessible, il est rapide à lire, et il est extrêmement riche. Il apporte énormément de choses qui peuvent s'inscrire dans différents champs de recherche et relatifs à tout un tas de problématiques. Et c'est un livre très utile dans le parcours du doctorant ou d'une personne tout simplement curieuse, hors parcours universitaire, et qui désire
associer un peu de science et de poésie aussi, puisque c'est un ouvrage que je trouve quand même assez poétique, cette façon de voir le corps en dehors du corps. Et voilà, c'est vraiment un ouvrage que je recommande. Et donc, d'accord. Et puis, pour terminer, peut-être une petite citation que j'aime beaucoup, qui est donc le début de l'article, de la conférence sur les hétérotopies, où il dit: on ne vit pas dans un espace neutre et blanc, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier, on vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Ce qui un peu est en même temps aussi un peu une façon de dire que peut-être que le travail de recherche qui met des éléments dans la feuille de papier n'est qu'un accès, mais pas seulement, puisque c'est aussi toute une vie à côté qui se trouve. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, écoute, merci beaucoup Mélina, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi, surtout Merci que même si on a l'occasion d'en discuter en dehors, c'est toujours agréable de pouvoir aussi peut-être le partager, puisque cette vidéo sera mise en ligne, donc avec ton aval aussi, évidemment. Si tu trouves qu'elle n'est pas bien, on la mettra pas en ligne. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, en attendant de prochaines vidéos, nous vous souhaitons une bonne journée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Si vous avez d'autres demandes vis-à-vis de la question des hétérotopies ou du corps utopique, je pense que Mélina se fera un plaisir de répondre par mail pour dire si vous avez des questions. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur le site Le Coin des Rebelles. Merci à tous.